Dessiner, c'est une meilleure idée. Bienvenue dans ma galerie à Autun. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est les outils indispensables pour faire de l'illustration et de la bande dessinée. Donc, je pense que c'est un chapitre assez important, hein, pour ceux qui démarrent en tout cas. Et je précise que je n'ai pas la prétention de parcourir tous les outils possibles, mais uniquement les outils que moi j'utilise pour notamment faire le crayonné et l'ancrage, car la couleur, je le fais en digital. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter les outils traditionnels et ensuite les outils numériques que j'utilise. Il faut parfois marier les technologies et les outils pour arriver à ces fins. Mais en tout cas, je vais essayer de vous montrer vraiment tous les outils pour parvenir à faire une illustration de A à Z. D'accord? Donc, merci à vous de visionner cette vidéo et puis n'hésitez pas à me soutenir sur ma page Tipeee. Évidemment, vous pouvez me soutenir juste en partageant ou en commentant et puis financièrement si vous en avez les moyens. Bref, passons au sujet qui nous occupe aujourd'hui. Pour commencer, je vais d'abord vous présenter non pas un outil mais un support parce que c'est la base et vous allez me dire quel support? Eh bien, la feuille, bien sûr, le papier. Donc, vous saurez qu'il y a différentes tailles de papier à utiliser avant de commencer à faire de l'illustration ou la BD. Et je vais rentrer un petit peu en détail sur ce support. Le papier, vous savez que on appelle A4, c'est la taille standard, hein, c'est la taille des feuilles de photocopie, à peu près voilà, sur les grandes surfaces, on trouve principalement du A4. A4, c'est 21 par 29,7 cm, c'est ce que vous voyez ici. Voilà, en fait, ça c'est un format A4. Et il faut savoir que, par exemple, la bande dessinée française, la taille standard, c'est plutôt du A4, dans un joli album cartonné, etc. Et alors que le comics, c'est une taille un peu inférieure à cette taille-là. Et le manga, bah, ça sera du A5. A5, c'est tout simplement la moitié du A4. Donc un comics, ça va être plutôt cette taille-là. Mais il existe aussi une taille plus grande hein, qui fait deux fois du A4, 42 cm par 29,7 si je ne me trompe pas, centimètres. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle un format A3. Pourquoi je vous parle de ce format? Parce que c'est généralement le format qu'on utilise, que ce soit pour l'illustration ou pour la bande dessinée, tout simplement parce qu'il vaut mieux travailler en grand et ensuite réduire que l'inverse. Je m'explique. C'est-à-dire que si vous travaillez sur un format en plus grand, alors vous allez certes galérer lors de l'étape du scannage, je vais vous montrer après. Donc vous serez peut-être obligé de couper la feuille en deux pour pouvoir le scanner, pour le passer ensuite sur un outil numérique. Mais l'avantage, c'est que comme vous travaillez plus grand, eh bien, quand vous allez réduire le dessin, on va moins voir les imperfections de votre trait. Le dessin aura l'impression d'être plus précis et plus joli, si vous voulez. Voilà, donc ça c'était pour les supports, surtout les formats qu'on utilise quand on fait de l'illustration ou de la bande dessinée traditionnellement. Mais c'est le même principe qui va revenir en numérique, puisqu'il va falloir définir, lorsque vous allez ouvrir un nouveau document, un nouveau fichier sur un logiciel de dessin, eh bien, il faudra définir à quelle taille vous voulez travailler et aussi la résolution. C'est complexe tout ça. Bon, restons sur du traditionnel. Alors ensuite, ce qu'on a besoin, c'est pas compliqué, c'est d'un crayon et d'un taille-crayon. Ça, en fait, normalement, vous avez ça chez vous et on peut le trouver un peu dans toutes les grandes surfaces, hein. Mais une petite précision, ne choisissez pas un crayon trop gras. Comment on sait si le crayon est trop gras ou non? Eh bien, c'est tout simplement en bas, là, vous allez voir qu'il y a des indications qui peuvent notifier de sa graisse, hein, de son intensité, si vous voulez. Et généralement, en fait,
l'intensité qui est la plus connue, c'est le HB. D'accord? HB, ça va, c'est pas trop foncé, mais c'est pas trop clair non plus, si vous voulez. Mais on peut trouver plus clair encore du HH et ça peut aller jusqu'à 2B. Là, par exemple, j'ai un crayon en fait qui fait du 2B, pardon, 9B carrément. Là, pour le coup, c'est pas du tout pertinent pour faire un crayonné puisque avec le crayon, quand on fait de l'illustration ou de la BD, c'est simplement en fait pour faire le crayonné et ensuite c'est destiné à être gommé. Donc le 9B, il sera bien trop gras, trop intense, tu sais, pour passer à l'encre par-dessus, pour passer l'encre par-dessus. Voilà. Mais si vous préférez être plus précis, il y a bien sûr le fameux critérium. Alors le critérium, il y a aussi plusieurs tailles possibles. Celui-là, par exemple, c'est du 0,5 mm, alors que j'ai un 0,3 ici. Et il y a bien sûr, on peut monter plus haut, on peut monter jusqu'à 0,7, jusqu'à 1 mm pour, au niveau de la taille de la pointe. D'accord? Donc tout simplement, en fait, quelles sont les différences entre un crayon et un critérium? Je vais vous montrer ça. Hop. Donc avec le crayon, si vous voulez, voilà, le trait est. Moi d'ailleurs, je conseille vraiment de travailler avec ce crayon parce que c'est un petit peu l'outil académique, mais qui est beaucoup plus fonctionnel, si vous voulez, pour apprendre à dessiner, puisque le trait glisse beaucoup plus rapidement, ça reste assez fluide. Donc vous voyez, en fait, avec le crayon, on peut déjà arriver à faire quelque chose de bien sous condition qu'on la taille régulièrement, ce qui n'est pas mon cas là, et c'est pas mon crayon n'est pas très bien taillé. Vous voyez, en fait, voilà, ça c'est le crayon qui donne cet aspect-là. Alors que avec du 0,5, avec un critérium, eh bien, j'aurai un trait beaucoup plus fin, plus précis. Donc ça, c'est vraiment une affaire de goût, hein. C'est à vous de tester si vous préférez travailler au crayon de papier ou au critérium. Et ensuite, selon votre trait, votre façon de dessiner, vous allez choisir la taille de 0,3. Ça peut même être du 0,1 mm jusqu'à 1 mm. C'est selon vos préférences. Voilà. D'accord? Maintenant, en fait, une fois qu'on a fait le crayonné, il est très important de pouvoir gommer, évidemment. Alors, il y a la gomme classique hein, que vous connaissez, la gomme blanche. N'utilisez pas la gomme avec, vous savez, rose, bleu là, parce que le côté bleu, il n'est pas du tout fait pour gommer du crayon et puis ça risque d'abîmer votre ancrage, mais aussi dérafler votre feuille, etc. Utilisez plutôt la gomme blanche ou alors en fait la gomme mie-de-pain. Alors est-ce que vous connaissez la gomme mie-de-pain? C'est une gomme qui permet de gommer sans laisser les épluchures qui sont très très embêtants à nettoyer. Parce qu'au bout d'une journée de dessin à gommer, etc., bah, vous avez intérêt à avoir un aspirateur ou un balai, même si le balai c'est moins pratique. Mais voilà, la gomme mie-de-pain en fait permet de gommer et vous voyez, il n'y a pas il y a pas de d'épluchure. Voilà, ça permet vraiment de gommer sans laisser de traces, si vous voulez. Donc voilà, ça c'est pour la partie de base, hein. On commence par le crayon ou le critérium et une gomme blanche ou de préférence une gomme mie-de-pain. Ensuite, la deuxième partie consiste évidemment à ancrer son dessin. Alors, qu'est-ce que c'est l'ancrage? C'est tout simplement de reprendre notre dessin qui est censé être un crayonné esquissé, hein, c'est-à-dire avec les traits de construction, des traits qui m'ont dépassé, etc. Puisque l'objectif, ce n'est pas d'avoir un dessin finalisé au crayon, surtout quand on veut faire de l'illustration ou de la BD, puisque bien entendu, dans le dessin traditionnel, on peut commencer par le crayon et finir avec le crayon en jouant avec les teintes, en renforçant les contrastes, etc. Or, moi, je me concentre bien sur l'illustration et la BD. Donc, dans cette discipline-là, le crayon doit être gommé puisque, voilà, en fait, sa destination est souvent à but pour une impression, pour un livre ou pour un écran.
Et donc, voilà, c'est des finalités différentes. Alors, pour l'ancrage, vous avez vraiment plusieurs possibilités. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire rapidement un crayonné et ensuite, je vais vous montrer avec quel outil j'encre, parce qu'on peut vraiment faire plusieurs, on peut ancrer de plusieurs façons. Et vous saurez que selon l'outil que vous allez utiliser pour ancrer, ça va influencer votre rendu final, le rendu final de votre création. Donc là, je vais faire très simplement un crayonné d'un visage, hein, tout simple, puisque là, l'idée, c'est de vous montrer un peu comment on fait de l'ancrage avec les outils. Voilà, hop. Il est pas beau mon visage? Hop là. D'accord, je reprends la même tête à côté pour vous montrer la différence. Hop là, la deuxième tête, c'est des jumeaux. Hop, voilà. Donc ça, c'est mon crayonné. Maintenant, ce que moi j'utilise, alors j'utilise généralement du Faber-Castell d'une qualité plutôt bonne, même si c'est plutôt cher pour la quantité d'encre qu'il contient. Mais voilà, pour moi, c'est un des meilleurs stylos pour faire de l'ancrage. Évidemment, vous avez d'autres marques moins chères, mais bon, peut-être moins intenses au niveau du noir. Par exemple, celui-là, en fait, Unipen, pardon. Et voilà, enfin, bon, si vous avez du fric, prenez plutôt celui-là. Donc, Faber-Castell, c'est avec des pointes comme ça. Et vous allez bien sûr, comme pour le critérium, avoir des tailles. Donc là, ici, soit M, soit 0,7 mm. Et vous avez jusqu'à voilà, XS, c'est-à-dire très, 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 très fine, hein, la pointe. Et l'idée, c'est quand on fait de l'ancrage, c'est de ne jamais rester uniquement sur une seule épaisseur de trait, mais de varier. Et pourquoi varier le trait? Eh bien, tout simplement pour rendre plus dynamique le rendu de votre dessin. Alors, par exemple, ici, ce que je vais faire, c'est qu'avec le Faber-Castell, donc avec une pointe plus épaisse, pardon, je vais d'abord en fait faire les contours de mon visage. D'accord? Les yeux. Et je vais prendre une pointe moins épaisse. Je vais varier en fait les épaisseurs. Par exemple, je prends le S pour rentrer dans les détails, pour les traits plus fins, pardon. Voilà. Et là, c'est comme ça que j'arrive à avoir un rendu qui, pour moi, en fait, est plus vivant, plus dynamique. Et bien sûr, une fois que vous avez plusieurs épaisseurs de traits pour votre ancrage, il va aussi avoir un moment où vous allez devoir faire les aplats. Les aplats, c'est remplir des surfaces. Par exemple, ici, je vais essayer de mettre du noir sur ses cheveux. Et là, évidemment, vous n'allez pas garder en fait votre stylo avec une pointe qui n'est pas adaptée pour ça, pour tout remplir. C'est là que vous aurez besoin d'avoir des stylos feutres qui vont être plutôt comme ça. Alors, celui-là, c'est plutôt un mini marqueur. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, j'aime beaucoup celui-là, c'est Thin Pen, avec lequel on peut dessiner aussi. Et puis, il y a un autre stylo, alors que vous allez moins trouver dans les grandes surfaces, eh bien, qui est un stylo japonais, hein, avec une pointe en pinceau.
D'accord? Donc, vous voyez, avec la pointe en pinceau, je peux très facilement venir et remplir mes aplats de cette façon-là. Alors, bien entendu, vous n'êtes pas obligé, enfin, si vous avez encore plus gros à remplir comme aplat, rien ne vous empêche de vous servir d'un feutre noir. Alors, quel feutre utiliser? Le fameux Posca, très cher. Vous allez pouvoir trouver quand même des marques pas trop mal aussi, avec par exemple les Pro Markers, c'est moins cher, il me semble, que du Posca. Mais voilà, avec le Posca, en fait, vous allez avoir vraiment voilà, un trait très noir, très pigmenté au niveau de l'encre, un noir intense, mais malheureusement qui coûte assez cher. D'accord? Donc là, en fait, ce que je vous ai montré pour l'ancrage avec les stylos, c'est pour faire les traits, les contours, les détails, etc. Moi, j'utilise plutôt du Faber-Castell. Pour les grosses surfaces, alors avec le stylo pinceau et du Posca pour les grosses surfaces. D'accord? Un marqueur et des stylos feutres. Voilà. Mais il y a plusieurs façons d'ancrer. Ça serait trop simple s'il y avait que des stylos feutres. Parce que, on va pas se mentir, le stylo feutre, son inconvénient, c'est que le rendu est plutôt industriel. On ne peut pas vraiment jouer avec les épaisseurs de traits. Alors, il y a un outil qui est utilisé notamment par Akira Toriyama, hein, donc le dessinateur de Dragon Ball. C'est le fameux porte-plume. Alors ça, vraiment, moi, j'adore ces outils-là parce que déjà, enfin, il y a quelque chose d'authentique, je trouve, quand on le tient en main, etc., etc., hein. Et puis, alors celui-là, c'est la plume G. Et on a une plume plus petite pour les détails. Et c'est le même principe, sauf que là, en fait, avec une plume, vous êtes obligé d'avoir à côté de l'encre de Chine. Voilà. L'encre de Chine qui, du coup, en fait, très simplement, vous allez tremper votre plume dedans et vous allez réaliser votre ancrage. Bien sûr, le trait est beaucoup plus fin. C'est pas adapté pour des gros dessins, hein, puisque le trait est vraiment très fin. Et il faut bien sûr avoir un certain ton d'adaptation. Tout le monde ne va pas apprécier la plume peut-être au début parce que c'est vraiment une autre façon de travailler. Sauf que on a l'avantage d'avoir l'encre de Chine, c'est-à-dire un noir très intense qui est très éclatante. Voilà, par exemple, là, vous voyez, en fait, il suffit que je gère mal l'orientation de ma plume pour que l'encre bave. Donc, il faut faire très attention, il faut le prendre en main. C'est un outil qui demande du temps. Et pourquoi là j'ai bavé? C'est parce que je suis très mal positionné, puisque pour la vidéo, en fait, vous doutez bien que je ne peux pas être totalement libre de mes mouvements. Et donc, voilà, ce qui devait arriver arriva. Mais vous voyez que, voilà, en fait, c'est vraiment l'avantage de la plume, c'est que plus vous allez travailler avec la plume, plus la pointe va s'affiner et s'adapter à vos mouvements. Donc, une plume s'utilise ni au début ni à la fin, c'est entre deux ou avant qu'elle soit trop usée et quand elle est toute neuve, ça c'est pas non plus agréable. C'est entre les deux quand vous avez assez usé la pointe que vous allez vraiment prendre plaisir à ancrer avec la plume. D'accord? Donc ensuite, évidemment, vous avez aussi le pinceau, le porte-plume encore, la plume encore plus fine pour faire des dessins tout en détail. Donc ça, c'est donc la deuxième façon de faire de l'ancrage, hein,
Donc, stylo feutre, marqueur, tout peut se combiner aussi, hein. Rien ne vous empêche de mélanger les genres et de trouver votre style. Et c'est même encouragé. Je veux dire, faites-le et testez les choses. Et le dernier façon d'ancrer pour moi, en tout cas, c'est les pinceaux. Alors, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile parce que le pinceau, en fait, n'est pas porté. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser en une journée, hein. Là, j'essaie d'ouvrir pour essayer de prendre mes pinceaux. Ah. Alors moi, en fait, j'ai plusieurs pinceaux. Là, pour l'exemple, je vais vous montrer un pinceau tout bête qu'on peut trouver dans les espaces de loisirs créatifs, hein. Mais généralement, si vous voyez que vous appréciez vraiment le pinceau, prenez un pinceau de meilleure qualité en poil de martre. Je vous indiquerai ça sur la vidéo. Et c'est pareil, en fait, c'est le même principe que le porte-plume. Vous trempez et vous faites, voilà, et vous faites votre trait. Vous trempez dans l'encre de Chine et alors, par contre, avec le pinceau, vous pourrez pas rentrer dans les détails. Donc, c'est vraiment pour plutôt les grands dessins. Il faut pas, enfin, même si on peut avoir des traits très variables avec le pinceau, c'est ça d'ailleurs son avantage. N'hésitez pas à tremper aussi avec un peu d'eau, dans un peu d'eau au début pour que le poil soit plus facile à travailler. Vous voyez, en fait, l'avantage du pinceau, c'est qu'on peut vraiment obtenir des épaisseurs de traits voilà, à sa guise. Et évidemment, du coup, votre dessin sera beaucoup plus dynamique, plus fort, plus attrayant. Donc voilà, moi le pinceau, je l'utilise beaucoup, notamment pour mes grands formats, puisque comme vous le savez peut-être, je travaille aussi sur des grands supports qui peuvent aller jusqu'à 2 mètres, voire 3. Et je fais aussi des choses sur les murs. Et il m'est arrivé de faire des dessins au mur, au pinceau et encre de Chine. Voilà, donc pour résumer les trois façons d'ancrer traditionnellement, on a donc les stylos feutres, on a le porte-plume et on a le pinceau. Et petit bonus, c'est au cas où en fait vous allez, ça va vous arriver de vous tromper évidemment. Parce que voilà, on n'est pas des machines, donc parfois il pourra arriver que votre trait dépasse un petit peu ou ne vous convient pas. Et bien là, ce que vous pouvez faire, c'est soit prendre du Tipex, mais bon, c'est pas le top. L'idéal, c'est d'avoir un feutre. Alors moi, j'ai du Posca blanc. Et là, en fait, du coup, je peux corriger. En fait, en gros, c'est comme si je posais du Tipex, mais avec un stylo. Donc, je serai beaucoup plus précis pour effacer mes traits. Sauf que là, en fait, que j'ai ici, c'est ouais, si, c'est du blanc. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc il faut, il fonctionne pas top. Il est trop liquide. Mais bon, vous saurez que voilà, avec un feutre blanc, vous pourrez arriver à rectifier. Bien sûr, il ne faut pas trop compter là-dessus. Toute la subtilité de l'ancrage, c'est qu'il faut être très concentré. Et bien sûr, avec l'expérience, vous aurez beaucoup plus confiance en votre trait. Et là, vous allez rarement vous tromper. Et même si ça devait arriver, bon, parfois, voilà, je connais des artistes qui laissent même les imperfections parce que ça fait partie aussi de l'œuvre. Mais voilà. Donc, la deuxième partie sera le dessin numérique. Donc, moi, aujourd'hui, je travaille beaucoup en numérique, mais il ne faut pas oublier que tout ça ne reste que des outils, hein. D'ailleurs, notre premier outil, ça reste la main. C'est la main, enfin, ce n'est pas juste une extension de notre cerveau, c'est aussi une main avec sa propre intelligence. Donc, plus vous allez travailler les mouvements, plus vous allez
vous entraîner et vous verrez qu'il y aura une intelligence de votre main qui va presque dessiner à votre place. C'est pas magique ça? Voilà. Donc je m'étale pas davantage puisque voilà, c'est déjà assez long. Mais n'hésitez pas à me poser des questions et à apporter vos connaissances, votre expérience. Je serai ravi d'en discuter avec vous. Allez, je vous dis à bientôt.